le rêve, hein. Gagner de l'argent depuis une plage, un cocktail à la main. Les réseaux sociaux ils sont remplis de gourous qui nous vendent cette image du revenu passif. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette promesse de liberté financière absolue? Est-ce que c'est même réel? C'est une image incroyablement séduisante et c'est bien pour ça qu'elle fonctionne si bien. Mais notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de détruire ce rêve, loin de là. C'est plutôt de, disons, le confronter à la réalité pour le rendre plus solide. Plus atteignable en fait. Il faut juste comprendre que le mot passif, c'est sans doute le terme le plus trompeur de toute la finance personnelle. C'est exactement le sujet qu'on voulait creuser. On va donc faire une analyse un peu en profondeur de ce qu'implique réellement la création de ces revenus. On va explorer trois des voies les plus populaires: l'immobilier locatif, Le grand classique. l'investissement en bourse et puis le grand mythe moderne, l'entrepreneuriat en ligne. L'idée, c'est de mettre en lumière tout ce travail invisible qui se cache derrière chaque euro qu'on nous dit passif. Alors, commençons par le commencement. Le mot lui-même, passif. Ça suggère l'immobilité, l'absence d'effort, on met en place un système et hop, c'est bon, on regarde l'argent tomber. C'est ça la promesse. C'est la promesse, mais c'est une simplification un peu dangereuse. La réalité, c'est que la quasi-totalité de ces revenus demande un investissement initial qui est absolument colossal. Et pas seulement en argent, j'imagine. Exactement. Je parle surtout en temps, en énergie, en apprentissage et en stress aussi. La nuance est vraiment essentielle. Il ne s'agit pas d'un revenu sans effort, mais plutôt d'un revenu à effort décalé. Effort décalé, j'aime beaucoup cette expression. Ça déplace complètement la perspective. On n'est plus dans une quête de paresse, en fait, mais dans une stratégie d'investissement de son temps. Précisément, on pourrait aussi parler de revenu à effet de levier, ou plus honnêtement, de revenus moins actifs. La phase de création, c'est une phase de travail intense et souvent non rémunérée sur le moment. C'est là qu'on construit la machine. Et ensuite vient la phase de maintenance. La machine tourne, mais il faut la surveiller, mettre de l'us dans les rouages. La réparer quand elle casse. Voilà. Cette phase demande moins d'implication qu'un travail classique, c'est vrai, mais elle n'est jamais de zéro. Viser un revenu moins actif, c'est déjà un objectif formidable et surtout beaucoup plus réaliste. Ce changement de vocabulaire change tout. Ça transforme l'objectif. Le but n'est plus de ne rien faire, mais de faire en sorte que chaque heure investie au début puisse produire de la valeur pendant des années. C'est une quête d'efficacité. Bon, avec cette nouvelle définition en tête, attaquons le premier grand pilier. L'immobilier locatif. C'est l'exemple que tout le monde connaît. Même nos grands-parents comprenaient déjà le principe. Absolument. Sur le papier, le modèle est d'une simplicité biblique. On achète un bien, on trouve un locataire, on encaisse le loyer chaque mois. Le flux d'argent a l'air automatique. Sauf que derrière cette apparente simplicité se cache une montagne de travail. J'ai vu des chiffres circuler sur le temps réel que ça demande, et c'est assez surprenant. Et ces chiffres sont souvent sous-estimés. Des analyses détaillées montrent qu'un propriétaire qui gère un seul bien en direct, donc sans agence, Oui. peut facilement y consacrer entre 50 et 100 heures par an. Et attention, ça c'est pour une année où tout se passe bien. 50 à 100 heures, ce n'est pas anodin du tout. C'est l'équivalent de 2 voire 3 semaines de travail à temps plein. Mais j'imagine que le vrai problème, ce n'est pas tant le volume total que la répartition de ce travail. Ce n'est pas une petite heure tranquille chaque semaine, si... Vous mettez le doigt sur le point crucial. Le vrai problème, ce sont les pics d'activité. Très intenses. Et le plus connu, c'est le changement de locataire. Là, on ne parle plus d'un hobby. Ça peut devenir un véritable deuxième emploi à court terme. Le processus complet, le nettoyage, les réparations, prendre de belles photos, rédiger l'annonce, répondre à des dizaines de mails, organiser les visites, vérifier les dossiers, La paperasse, le bail... tout ça. Ça peut exiger entre 40 et 96 heures de travail, concentré sur un seul mois. C'est un sprint qui est épuisant. Et pendant ce sprint, non seulement on travaille gratuitement, mais en plus le bien ne rapporte rien. C'est la double peine. Ce qui m'amène aux risques financiers qui sont souvent passés sous silence dans les vidéos qui ne montrent que les virements qui arrivent. Et ils sont énormes. Les données du secteur sont très claires là-dessus. Un seul mois de vacances locatives, c'est 8 à 10% du revenu annuel brut du bien qui s'envole. C'est colossal. Ah oui, c'est énorme. Et si on tombe sur un mauvais payeur, la situation peut vite devenir un cauchemar. Une procédure d'expulsion, par exemple, ça peut coûter entre 300 et 10 000 $. Entre les frais d'avocat, de justice et les loyers perdus. Le risque n'est pas juste théorique, il est bien réel. Ce qui est fascinant, c'est que jusqu'ici, on a surtout parlé du travail visible, presque manuel.
Mais il y a toute une autre dimension, la charge mentale, la charge juridique, qui est peut-être encore plus lourde. C'est le sommet de l'iceberg. Être propriétaire, c'est devoir maîtriser une législation complexe, locale et qui change tout le temps. Les règles sur les cautions, les droits des locataires, les normes de salubrité. Une erreur, même de bonne foi, peut coûter très cher. Et puis il y a le stress, j'imagine. Le stress émotionnel, oui. Recevoir un appel à 23 heures pour une fuite d'eau. Gérer un conflit de voisinage. Ce n'est pas pour tout le monde. Les investisseurs qui réussissent sur le long terme ont tous un point commun. Ils considèrent leur parc immobilier comme une vraie entreprise, pas comme un hobby. J'ai entendu l'un d'eux décrire ça comme un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on ne débranche jamais vraiment. D'accord. Donc pour l'immobilier, le verdict est clair, c'est un travail à temps partiel et très actif, ce qui pousse logiquement beaucoup de gens vers ce qui semble être l'opposé total, l'extrême de la passivité, l'investissement en bourse. Là, l'image est encore plus forte, on clique sur un bouton pour acheter des parts d'un fonds indiciel, un ETF, et c'est tout, on laisse la magie des intérêts composés opérer. C'est bien la définition de la passivité, non? C'est la perception, oui, mais elle ignore plusieurs couches de travail invisible. La première est la plus contre-intuitive. On pense qu'un indice boursier comme le S&P 500, c'est une chose naturelle, une sorte de loi de la physique financière. C'est une illusion. Comment ça? Ce sont juste les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est mathématique, non? Pas exactement. Derrière l'indice S&P 500, il y a un comité de vraies personnes qui se réunissent et prennent des décisions humaines, subjectives. Ils définissent les critères pour qu'une entreprise puisse entrer dans l'indice, des critères de rentabilité, de liquidité. Et ils décident activement qui rentre et qui sort. Ah, d'accord. Par exemple, la décision d'inclure Tesla à un certain moment, ce n'était pas une décision purement mathématique. On achète donc un produit passif qui est le résultat d'un processus de sélection très actif. C'est incroyable, ça change complètement ma vision de la chose. Le travail n'est pas éliminé, il est juste fait par quelqu'un d'autre, en amont. C'est un point fondamental. Mais d'accord, une fois qu'on a accepté ça, pour l'investisseur individuel qui a acheté sa part d'ETF, là le travail est terminé, non? Pas tout à fait. Pour l'investisseur, le travail n'est pas physique, il est cognitif et disciplinaire. Premièrement, il ne s'agit pas juste d'acheter un produit au hasard. Il faut construire une allocation d'actifs, un portefeuille qui soit aligné avec ses objectifs, son horizon de temps, sa tolérance au risque. C'est un vrai travail de planification. Deuxièmement, il faut maintenir ce portefeuille. Ça veut dire le rééquilibrer périodiquement. C'est-à-dire vendre un peu ce qui a beaucoup monté pour racheter ce qui a baissé. Voilà, pour garder le cap sur sa stratégie initiale. Et ça, psychologiquement, c'est difficile. Et j'imagine qu'il y a aussi toute la partie administrative, la fiscalité, ce qui n'est pas glamour du tout. Exactement. Et c'est un aspect crucial de la performance finale. Gérer la fiscalité, choisir les bonnes enveloppes, déclarer ses revenus, c'est un travail en soi. Et si on s'intéresse spécifiquement aux dividendes, souvent présentés comme le Graal du revenu passif, le travail d'analyse devient encore plus actif. Développer ce point, parce que l'idée de recevoir des virements réguliers d'entreprises comme L'Oréal ou Air Liquide, c'est extrêmement séduisant. Et ça peut être une excellente stratégie. Mais le vrai travail, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le piège du dividende. C'est-à-dire? C'est-à-dire être attiré par des entreprises qui offrent des rendements très élevés, disons 8 ou 10%. Souvent, un rendement aussi élevé est un signal d'alarme. Le marché anticipe que l'entreprise a des difficultés. Et qu'elle va devoir couper son dividende. Précisément. Le vrai travail, c'est d'identifier des entreprises de grande qualité avec des bilans solides et un historique de croissance de leurs dividendes. Ça demande une analyse continue. En fait, le terme investissement passif, c'est un raccourci. Ça veut juste dire qu'on adopte une stratégie où on ne cherche pas à battre le marché. C'est une stratégie de gestion, pas une absence totale d'effort. C'est beaucoup plus clair. Donc même l'investissement le plus passif, en apparence, demande un travail cognitif et disciplinaire important. Ce qui nous amène logiquement au rêve moderne, celui qui a un peu remplacé l'immobilier dans l'imaginaire collectif, l'entreprise en ligne, la start-up, devenir son propre patron, la liberté ultime. Ah oui, ce mythe est peut-être le plus tenace et aussi le plus déconnecté de la réalité. Pour la plupart des entrepreneurs, surtout les premières années, la réalité, c'est pas moins d'heures de travail, mais bien plus. On parle souvent de 60 à 80 heures par semaine. Week-ends inclus, bien sûr. Évidemment. Et l'idée qu'on n'a plus de patron est une illusion. En réalité, on échange un seul patron contre des centaines. Les clients, les investisseurs, les employés, l'administration fiscale.
Ça me rappelle un ami entrepreneur qui m'a dit: «J'ai quitté mon job pour ne plus avoir de patron. Maintenant, j'en ai 200, ils s'appellent mes clients, et ils peuvent tous m'envoyer un mail le dimanche soir.» Ça résume tout. C'est exactement ça. Et au-delà du nombre de patrons, il y a ce que j'appelle le facteur de responsabilité. Quand on est salarié, si on fait une erreur, il y a un filet de sécurité. Quand on est entrepreneur, chaque décision repose entièrement sur nos épaules. La pression est constante. Et très souvent, le fondateur est la dernière personne de l'entreprise à être payé. Prenons un exemple concret. Le créateur de contenu qui vend des cours en ligne. C'est l'archétype du revenu passif moderne. Une fois le cours créé, les ventes se font toutes seules. C'est l'image parfaite. Mais déconstruisons-la. Regardons le travail invisible derrière ce cours. D'abord, la phase de création. Ça peut représenter 300 à 500 heures de travail non payé. La recherche, la structuration, l'écriture, le tournage, le montage. C'est déjà une charge de travail colossale, l'équivalent de plusieurs mois à temps plein avant d'avoir gagné le premier euro. Exactement. Et ensuite, une fois que le cours est en ligne, le travail ne s'arrête pas. Il se transforme. Il y a la maintenance active, le service client, répondre aux questions des étudiants. Ça peut prendre 5 à 10 heures par semaine. Il y a la mise à jour constante du contenu pour qu'il ne devienne pas obsolète. Et puis, l'animation de la communauté. Et surtout, il y a le marketing. La machine ne se nourrit pas toute seule. Il faut constamment créer du contenu gratuit, sur les réseaux, en podcast, via une newsletter, pour attirer de nouveaux clients. Le produit est peut-être passif, mais l'entreprise qui le soutient, elle, est une machine qui demande du carburant tous les jours. C'est le point fondamental. Le travail caché de beaucoup de ces entreprises, c'est de faire en sorte que tout ait l'air facile et sans effort. C'est un paradoxe. Le travail consiste à masquer le travail. Et cette performance constante est émotionnellement très exigeante. Après avoir déconstruit ces 3 grands piliers, le constat est un peu rude. L'immobilier, c'est un job. La bourse, c'est un travail mental. L'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. Est-ce que ça veut dire que le rêve est mort? Qu'il faut abandonner l'idée de générer des revenus en dehors d'un emploi traditionnel? Pas du tout. Au contraire. Je pense que comprendre la réalité est la première étape pour réussir. La clé, c'est de recadrer l'objectif. Il ne s'agit pas de trouver une machine à argent magique qui fonctionne sans aucune intervention. Ça, c'est de la loterie. Il s'agit de construire consciemment des systèmes, des actifs qui génèrent un revenu moins actif. Le concept important, c'est que le travail le plus dur est concentré au début. On construit la machine et ça demande un effort énorme. Ensuite, on passe en mode maintenance, ce qui demande un effort moindre, mais qui reste constant et indispensable. La récompense, c'est donc bien réel, mais le chemin pour y arriver est très différent de l'image qu'on nous vend. Il ne s'agit pas d'éviter le travail, mais de transformer sa nature. On passe d'un échange direct, linéaire de notre temps contre de l'argent. 1 heure travaillée égale X euros. C'est ça. On passe de ça à la construction d'un actif qui peut générer de la valeur de manière plus autonome sur la durée. Exactement. C'est une quête de contrôle, d'autonomie et de mise à l'échelle de son propre effort. Ce n'est pas une quête de paresse. Le but ultime est de décorréler son revenu de ses heures de présence physique. L'effort est toujours là, mais il est investi différemment, de manière plus stratégique. C'est un marathon, pas un sprint, et il faut aimer le processus de construction autant que le résultat final. Ce changement de perspective est vraiment la clé. Savoir que le chemin est difficile, mais qu'il mène à une forme réelle d'autonomie, est bien plus motivant qu'un rêve inaccessible. Et cela soulève une question finale, plus personnelle, pour la réflexion. Étant donné que toute forme de revenu exige une forme de travail, qu'il soit physique avec l'immobilier, cognitif avec la bourse ou émotionnel avec l'entrepreneuriat, quel type de travail est-on le plus disposé à investir au départ pour un gain potentiel à long terme? Et comment évalue-t-on le coût de maintenance invisible de nos actifs sur notre bien-être global au-delà du simple relevé bancaire?